Troisième temps de l'après-midi, je crois que nous ne sommes pas très en avance. Avec un trio autour de cette question, la justice des mineurs sait-elle s'inscrire sur un territoire? Julie Fergan, substitut du procureur de la République de Mulhouse, qui est là, je vais lui demander de venir. Alexis Durand, commissaire de police, chef de la sûreté urbaine de Cergy-Pontoise, je pense que vous le reconnaîtrez aisément. Roger Vico, qui est maire de l'Homme, mais pas seulement, installez-vous. Oui, très bien. Oui, très bien. Vous êtes également président du Forum français pour la sécurité urbaine et vous avez été responsable de la sécurité à la mairie de Lille pendant une douzaine d'années. En 2013, je le signale d'ailleurs, vous avez publié un livre sur les questions de sécurité, les vraies questions et les faux débats. Quand on parle de territoire, en la matière, on se dit que c'est un peu compliqué, que les institutions, au fond, se connaissent assez mal et qu'il faudrait qu'elles apprennent à se connaître déjà et à travailler ensemble. Oui, la caractéristique peut-être des élus locaux, c'est d'être impliqué dans tout, mais n'être spécialiste de rien. Et on s'en rend compte au quotidien de manière très évidente, notamment sur ces questions-là. Il existe un certain nombre de dispositifs locaux de coproduction de sécurité depuis presque une vingtaine d'années maintenant, les contrats locaux de sécurité, les CCPD qui sont devenus les CLSPD, puis les stratégies territoriales, etc. On connaît beaucoup de choses sur le parcours des délinquants mineurs et les caractéristiques des délinquants mineurs. Ça a été largement évoqué ce matin. Le poids du contexte familial, social, économique. Depuis l'an dernier, avec la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, la construction du parcours de récidive éventuellement, les raisons éventuelles de la désistance, etc., etc. Et ces dispositifs qui permettent de faire se retrouver autour de la table les institutions que vous évoquez, la justice, la police nationale, la prévention spécialisée, la médiation sociale, parfois les élus ont une grande méconnaissance finalement du fonctionnement des autres institutions. Quand vous dites parfois, ça veut dire souvent. Je pense que c'est assez souvent, mais ça n'est pas anormal. Je le disais à l'instant, les élus sont impliqués dans tout, mais spécialistes de rien. Nous avons, il y a quelques semaines, avec le procureur de la République de Lille, M. Fèvre, organisé une journée qu'on a appelée simplement journée Justice-Ville, pour les élus de la métropole lilloise. Nous avions réuni pendant une journée entière 70 élus de la métropole lilloise, avec simplement l'idée de se dire, avec le procureur de la République, eh bien, vous les élus, que savez-vous de la justice, de son fonctionnement, de ses contraintes, de son cadre? Et c'était très intéressant parce que les élus, et je le répète, ça n'est pas anormal, sont souvent très mal informés du fonctionnement de la justice, très mal informés du fonctionnement d'un procureur de la République, du cadre dans lequel il travaille, parfois même de la différence entre juge du siège, le parquet, le siège, etc., etc. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que vous avez l'impression, vous, d'être méconnu par le milieu judiciaire? C'est moins fort, parce que bien entendu, les institutions ont connaissance de manière beaucoup plus pratique, évidente, du fonctionnement d'une municipalité, d'un élu local. Mais ce qui est important, puisque l'idée de la thématique qui est la nôtre cet après-midi, c'est quelle piste pour mieux travailler, je crois que la première piste, c'est mieux se connaître. Mieux se connaître pour mieux travailler et aussi pour mettre fin à toute une série de fantasmes qui parfois sont intégrés par les élus locaux. Quels fantasmes? Oh ben on les connaît tous ici, vous les connaissez. Vous sautez au plafond lorsque vous les entendez et moi aussi, mais certains élus parfois les ont intégrés. C'est encore les médias qui vont prendre, c'est ça? C'est encore les médias qui disent des choses pas vraies? Si vous m'enlevez de la bouche, non, je plaisante. Non, mais ce sont des choses qui sont considérées comme acquises, parce que pas vérifiées, alors qu'il existe une littérature abondante sur le sujet, et des chercheurs et des spécialistes qui connaissent parfaitement ces sujets. Le premier de ces fantasmes, moi j'appelle ça des fantasmes, c'est que eh bien, la délinquance des mineurs est en augmentation exponentielle. Bien entendu, elle est en augmentation exponentielle. Et puis, bien entendu, non seulement elle est en augmentation, mais les mineurs seraient de plus en plus violents. Et de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes. La France est en but à une espèce de déferlement de bambins armés jusqu'aux dents qui sont prêts à nous tuer à tous les coins de rue. Et puis le rôle de la police, le rôle de la justice, commissaire. La police, évidemment, au mieux fermerait les yeux, au pire baisserait les yeux. Et puis derrière, que fait la justice, etc., etc., etc. Et c'est cela qu'il nous faut combattre au quotidien. Parce que c'est aussi, dès l'instant où nous aurons tous conscience, et quand je dis tous, je me mets dans le lot, les élus locaux, je suis peut-être
peut-être évidemment plus informé et plus au fait de tout ceci. Mais ce qui est important, c'est, alors que nous avons des dispositifs locaux de partenariat extrêmement structurés, existants depuis longtemps, il reste des failles. Et cette faille, c'est, je crois, la connaissance entre nous du fonctionnement des uns et des autres. Et les dispositifs locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, j'allais dire subissent, sont aussi tributaires du fait que les interlocuteurs qui représentent les mêmes institutions changent régulièrement. Et que bien souvent, à chaque changement, non pas de partenaire, mais du représentant ou de la représentante d'un des partenaires, eh bien, il faut bien souvent remettre le travail sur le métier pour une meilleure connaissance du fonctionnement des uns et des autres. Et je crois que cette connaissance commune du fonctionnement des uns et des autres est devenue absolument essentielle. Et c'est peut-être la petite faille qui reste à combler dans les dispositifs locaux de partenariat. Et sans vouloir reprendre cet exemple de cette manifestation, pas une manifestation, cette rencontre que nous avons organisée à Lille avec le procureur de la République, peut-être est-elle, sinon peut-être pas les systématiser, mais en tout cas les rendre beaucoup plus fréquentes dès l'instant où on s'aperçoit qu'effectivement il y a une difficulté dans la compréhension de ce que fait l'autre. Et si on veut travailler ensemble de la manière la plus efficace possible, je crois qu'il faut parfaitement savoir ce que fait l'autre, comment il le fait et dans quel cadre il le fait, de manière à comprendre qu'on ne peut pas lui demander ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous vous connaissiez avant avec Julie Fergan, qui est, je le rappelle, donc substitut du procureur de la République à Mulhouse. Mulhouse, c'est une ville particulière, c'est peut-être une ville significative, vous allez nous dire. Elle est sur 3 frontières, il y a plus de 30 nationalités différentes, et c'est aussi une région qui a été frappée par la crise économique tout particulièrement. Oui, évidemment, c'est un territoire et un ressort qui est à la croisée d'un certain nombre de défis et qui est particulièrement riche et particulièrement intéressant à ce titre. Et l'expérience qui est la mienne depuis un peu plus de 5 ans en tant que parquetier des mineurs sur ce territoire-là, c'est une expérience de parquetier, c'est-à-dire de magistrat qui est à la croisée de la protection de l'enfance, de la prévention de la délinquance, de la politique de la ville, sur un territoire qui est nécessairement en capacité et en nécessité surtout de mobiliser l'ensemble des richesses institutionnelles, associatives pour pouvoir répondre à un certain nombre de défis. Donc c'est une pratique professionnelle depuis 5 ans qui m'amène effectivement à m'interroger à la question qui va nous occuper dans les minutes qui viennent, c'est de savoir si la justice des mineurs sait s'inscrire sur un territoire. Alors la question vous est posée, donc allez-y, répondez. 2 présupposés, je crois, dans cette question-là. D'abord qu'il y aurait une nécessité la justice des mineurs à s'inscrire sur un territoire. Et que cette inscription et cet ancrage, elle le vivrait aussi différemment que celle des majeurs, qui est souvent vue et qui est vue à juste titre comme la déclinaison locale en fonction d'enjeux locaux des impératifs de politique pénale qui sont fixés nationalement par le gouvernement. Donc il y aurait donc, dans la question qui nous est posée, le présupposé selon lequel cet ancrage-là, il serait différent. Alors pourquoi nécessiter d'une adaptation à un territoire? Bien évidemment parce que la justice des mineurs, dans sa double mission, avec ces 2 missions qui sont inséparables et inextricables l'une de l'autre, qui sont la protection de l'enfance et la prévention de la délinquance, nécessairement s'articulent avec des acteurs locaux et des acteurs territoriaux, que sont les conseils généraux, l'aide sociale à l'enfance, les mairies, les communautés d'agglomération. Alors ça, c'est un vrai millefeuille, on en parlait déjà un petit peu ce matin. Exactement, mais on va le clarifier, le millefeuille, j'espère, en tous les cas, dans les minutes qui vont venir. Et parce que pour pouvoir correctement exercer ces missions, pour pouvoir comprendre les enjeux du territoire qui voit naître et grandir les enfants dont elle a la charge, la justice des mineurs ne peut pas faire l'économie de la connaissance du territoire et des acteurs qui constituent ce territoire et ses dynamiques territoriales. Alors, il y a aussi un autre paradoxe apparent, c'est de se dire que la justice des mineurs, elle est là avant tout pour servir le mineur et qu'elle est là avant tout pour s'adapter au parcours éducatif des mineurs. Et dans ce cas-là, quelle place on aurait pour une dynamique et une politique territoriale? Donc un paradoxe apparent que je vous proposerai de résoudre autour de 2 grands axes de réflexion. Le premier, c'est de constater d'abord, comme le disait Roger Vico, que la
justice des mineurs, par son caractère polémique, hélas, par excellence, elle a été invitée, plus qu'elle ne s'est invitée, de force dans les débats qui occupent les CLSPD, les GLTD, toutes ces instances de prévention de la délinquance et qui sont parfois déclinées de façon un peu moins institutionnelle et un peu moins formelle, plus spécifique à la justice des mineurs. Et il y a un écueil important, je crois, pour la justice des mineurs, voire deux, c'est celui de l'instrumentalisation, c'est-à-dire de devenir un pourvoyeur d'informations au sein de ces instances. Et l'autre écueil, c'est celui de n'y jouer qu'un rôle de figuration. Et je crois que le premier défi de la justice des mineurs, pour pouvoir s'adapter efficacement à un territoire, c'est de s'emparer de cet ancrage, qui est un ancrage un peu forcé dans ces instances-là, pour y jouer un rôle de leader, de force d'impulsion et de force de proposition. Et ces instances, elles ne doivent pas être vécues comme des fins en soi, mais comme des moments de pause, de réflexion pour élaborer des stratégies communes, notamment de prévention de la délinquance, autour de problématiques communément partagées. Un exemple simple, on a au sein de la mairie de Mulhouse ce qu'on appelle les coordinations territoriales, qui sont des types d'instances qui sont déclinées dans beaucoup de communes, qui réunissent les juges des enfants, les parquetiers mineurs, les chefs d'établissement, les éducateurs de prévention et puis les acteurs associatifs sur un quartier donné. Et on s'était aperçu qu'à un moment donné, on ronronnait un peu dans le partage d'informations et qu'il fallait décider que ces instances soient vraiment le lieu de l'élaboration de projets communs. Et on a eu l'occasion, effectivement, d'avoir un choc commun sur un exemple précis d'une entrée précoce et violente dans la sexualité d'une jeune fille qui nous a amené à nous interroger sur la nécessité de monter une politique de prévention sur cette question-là. Et ça a donné lieu à un projet qui nous a tous associés, qui a été mené par le parquet des mineurs et par la mairie de Mulhouse et par la communauté d'agglomération au sein d'un collège classé en zone de sécurité prioritaire qu'il s'agissait aussi de valoriser, de montrer sous un jour positif. Et ça permet, parce qu'il est toujours en cours, d'associer les collégiens à une réflexion avec un éducateur de prévention, avec un policier de la brigade des mineurs, avec le parquet, et à élaborer eux-mêmes un message de prévention à destination de leurs pairs, avec leurs professeurs, et d'élaborer le support plastique de ce message de prévention. Voilà un exemple comme quoi on peut arriver effectivement à faire de ces instances une base de préparation de projets concrets de prévention de la délinquance dans l'intérêt des mineurs qui nous sont confiés sous des aspects extrêmement différents. Malgré ça, je crois qu'il y a quand même un autre écueil dont on doit se garder quand on est dans cette dynamique-là, c'est que la justice des mineurs, et particulièrement le parquet et le juge des enfants, soient conçus comme l'espèce de dernière ressource, et qu'au final, on conçoive l'action de la justice des mineurs comme un effet de cliquet absolument irrémédiable, et que, eh bien, petit à petit, les mineurs qui entrent en délinquance, qui ont des passages à l'acte délinquants, se voient exclus des dispositifs communs. Et qu'il faut aussi lutter contre cette tendance-là des autres acteurs institutionnels à nous les confier à partir du moment où ils commettent un acte de délinquance, et qu'il faut s'efforcer de concevoir non pas cette logique-là comme une logique d'entonnoir vers la justice des mineurs, mais comme une logique de sablier, c'est-à-dire qu'on va passer par la justice des mineurs, mais ensuite on va pouvoir reconfier ces enfants qui nous ont été confiés au pénal, généralement, aux autres dispositifs de droit commun. Un exemple qui peut être intéressant, c'est celui du quartier mineur de la maison d'arrêt de Mulhouse, qui permet que se réunissent chaque mois l'ensemble des intervenants, professeurs, UXA, parquet, juge des enfants chargé de l'application des peines qui préside, évidemment les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi l'éducation nationale qui nous aide à élaborer des projets de sortie en trouvant la bonne ressource, le bon centre de formation sur un territoire donné qui va donner sens dans le parcours du jeune et qui va permettre de construire un projet de sortie. Et c'est important effectivement qu'on se sorte encore une fois de cette logique d'entonnoir pour aller vraiment vers une logique de sablier. Alors, d'une fois qu'on a dit ça, que la justice des mineurs devait avoir un rôle leader, il ne faut pas oublier aussi qu'elle doit être en capacité de connaître les ressources du territoire sur lequel elle se trouve et de savoir mobiliser les bons acteurs et les bons outils. Et ça, c'est important, effectivement, de ne pas s'interdire
de solliciter tous les acteurs sans a priori aucun. Autre exemple simple, toujours sur cette préoccupation qui a été la nôtre à un moment donné de ces entrées précoces et sources de souffrance psychologique dans la sexualité, avec des entrées précoces et violentes, hein, avec des conséquences lourdes sur le plan psychique. Ça a été un sujet qui nous a beaucoup préoccupés, dont s'est emparé le représentant de l'État par le biais de la préfecture du Haut-Rhin, qui tient les cordons de la bourse, hein, au titre des fonds interministériels de prévention de la délinquance, et qui, avec l'expertise du parquet, l'expertise de la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, a mis en place, a commandé à la gendarmerie nationale, notamment à la brigade de prévention de la délinquance juvénile, un film de prévention, des petites scénettes, des sketchs qui ont été sur ce thème-là, qui ont été joués par des collégiens d'un collège de Wittelsheim, aux alentours de Mulhouse, et qui étaient élaborés à destination, encore une fois, de leur père, qui les a associés à ce message, qui a associé leurs parents, et qui est aujourd'hui un outil pédagogique qui est utilisé dans l'ensemble des établissements du Haut-Rhin. Donc vraiment, il faut être aussi en capacité de ne pas être dans la toute-puissance, mais de savoir solliciter les bons partenaires, les bons outils, les bons moyens pour pouvoir arriver à une fin commune qui est l'intérêt des mineurs dont on a la charge. Et ça se double aussi, je crois, d'une remise en cause saine des outils qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que quand un outil ne marche pas ou quand on l'a mal utilisé, il faut être en capacité d'en tirer toutes les conclusions et de rectifier le tir. Là encore, un exemple concret, on avait à Mulhouse un outil qui était formidable, qui s'appelle la Maison des parents, et qui permettait un accompagnement et un soutien éducatif avec les éducateurs de la mairie. Cet outil, il était absolument sous-employé par la justice des mineurs, parce que, et pour le coup, je requiers coupable, hein, si vous me passez l'expression, on l'avait envisagé uniquement qu'en l'utilisant au titre des alternatives aux poursuites. Et idéologiquement, c'était quelque chose qui nous gênait. Et puis, c'est quelque chose qui, en termes de volume, ne touchait pas assez de public. Alors, on avait fait ce constat d'échec-là, qui s'est doublé d'une volonté, notamment chez les intervenantes sociales venant au commissariat de police et en zone de gendarmerie, de développer davantage sur le plan social la culture de l'auteur et du mineur délinquant. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un trou, c'est-à-dire que ces mineurs qui commençaient à entrer en délinquance, ils étaient en situation de danger parce qu'un mineur qui commet un acte de délinquance, c'est un mineur en danger, mais qu'il n'était pas en danger au sens du Code civil et au sens du Code de l'action sociale et des familles. Donc le Conseil général ne prenait pas sa compétence à ce titre et que nous, parquet, on avait tendance à surjudiciariser pour mettre de la réparation pénale partout, pour avoir au moins un soutien éducatif qui soit celui de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ça, c'était vraiment un mauvais biais. Et quand on s'en est aperçu et qu'on a eu cette volonté de travailler sur la culture de l'auteur exprimée par les intervenantes sociales, on a pu retravailler l'outil. Et aujourd'hui, on a un outil qui marche, qui s'appelle le stage de soutien à la parentalité, qui permet, dès qu'un mineur commet un acte de délinquance, que sa famille et que lui-même soit vu par l'intervenant du social du commissariat, qu'elle le transmette à l'aide sociale à l'enfance, et qu'ensuite, la mairie de Mulhouse propose, vraiment à titre indicatif, il n'y a pas de contrainte, c'est sur le volontariat, un suivi qui soit un suivi éducatif et qui nous évite de surjudiciariser pour avoir un filet de sécurité pour ces mineurs. Donc vraiment, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou et sur le travail partenarial, qui est un travail aussi d'humilité parce que les uns et les autres, on apprend de nos faiblesses et de nos échecs, et pas avoir de tabou sur la remise en cause de ces outils permanentes qu'il faut reforger en commun et ensemble. Et en conclusion, si vous me permettez une métaphore, je crois que la justice des mineurs doit s'inscrire sur un territoire. Mais un territoire, c'est quoi? C'est une terre. Et une terre, c'est quelque chose dans laquelle, eh bien, ça va lever. Et ce qui est fabuleux dans la justice des mineurs, c'est qu'on sait tous, quelle que soit notre position institutionnelle, que notre devoir, c'est bien de semer des pistes de réflexion, des pistes de travail, des pistes d'amélioration sur une terre qui voit grandir ses mineurs et qu'on ne sait pas quand ce grain qu'on sème va lever, comment il va lever, mais que notre devoir, c'est avant tout de semer et de faire confiance effectivement en cette terre et en ce terreau que sont les enfants qui nous sont confiés. Merci Julie Fergan. Alexis,
Alexis Durand, est-ce que vous avez l'impression d'être comme ça un des maillons de la chaîne, sachant aussi qu'on a beaucoup parlé du temps et que le temps pour vous, en l'occurrence celui de l'arrestation, c'est vraiment l'instant T? Un maillon de la chaîne, oui, c'est le témoignage que je viens apporter aujourd'hui, celui d'un maillon de la chaîne pénale. Le policier, aujourd'hui, le policier de sécurité publique que je suis, j'ai exercé 5 ans en Seine-Saint-Denis comme commissaire central adjoint, puis comme chef de circonscription. Et je suis actuellement chef d'un service d'investigation territoriale, donc dans le Val d'Oise, à Cergy-Pontoise, avec donc une habitude de territoire sur lequel la délinquance des mineurs est particulièrement développée. Il existe pour moi entre le mineur délinquant et le territoire une connexion indéniable. La faible mobilité des mineurs, leur appartenance à un groupe bien souvent ancré dans un territoire et l'émulation qui en découle impliquent souvent que les jeunes qui commettent des délits les commettent à proximité de leur domicile ou de leur établissement scolaire. Par ailleurs, la notion même de territoire exprime l'idée de rapport de force, un rapport de force qui est inhérent à une jeunesse adolescente en cours de construction. Le défi à l'autorité, à ses symboles, fait partie de la réalité de nombreux jeunes, le domicile familial, l'établissement scolaire, la relation au voisinage ou au quartier, ou même la relation envers les policiers sur la voie publique, peuvent devenir le lieu de ce rapport de force. C'est là qu'intervient le policier dans la régulation et la prévention de ce rapport de force. Quelle action donc policière sur la délinquance des mineurs? Je vois 2 aspects complémentaires. L'aspect que vous évoquiez, c'est-à-dire le policier dans la chaîne pénale, dans le cadre fixé par le Code de procédure pénale, mais également un constat qui s'est imposé à la police depuis bien longtemps, c'est que l'action envers les mineurs ne peut être constituée uniquement d'une action purement pénale et qu'un volet préventif très important a été développé au sein de notre institution et de la sécurité publique. L'action policière est mise en œuvre pour répondre à une demande sociale, celle du requérant, d'une victime. La réponse à ces attentes est un élément structurant de la perception des policiers dans leur action sur les mineurs. Les recherches sur l'environnement du mineur permettent à l'enquêteur ensuite de contextualiser sa procédure et fournissent une base d'échange privilégiée avec les autres acteurs de la procédure pénale. L'action policière est donc mise en mouvement par une victime et qui permet l'accès à une information abondante sur le mineur auteur. La victime est toujours le fait générateur de l'action policière. Elle n'est par la suite pas toujours représentée, pas toujours très représentée dans la suite de la chaîne pénale. La police apparaît, on le sent, on le ressent, moi j'ai l'occasion de le ressentir lorsque je fais des réunions publiques avec la population. La police apparaît comme une vitrine de cette chaîne pénale pour à la fois la victime, la population, avec ce qui peut expliquer des perceptions parfois différentes entre les différents acteurs engagés sur la chaîne pénale. Une fois que l'action policière, l'action judiciaire ensuite sous l'autorité d'un magistrat est mise en œuvre, l'enquête policière permet d'accéder à énormément d'informations, à la fois par le biais des auditions des familles, des auditions des perquisitions, auditions de l'encadrement, énormément d'informations qui servent de base d'échange pour dans la relation avec le magistrat dans le cadre de la chaîne pénale. La connaissance du mineur dans son territoire, c'est une force pour le policier, dans son échange avec les autres acteurs de la chaîne. L'information a vocation à éclairer évidemment principalement le magistrat, procureur, juge des enfants. La force du policier, c'est sa capacité à contextualiser, c'est sa capacité à synthétiser non seulement les informations qui concerne les faits sur lesquels il enquête, mais également à apporter ces éléments de contexte tels que les éléments qui sont recueillis au travers des patrouilles, au travers des contrôles de police. Voilà, c'est cette force-là et c'est ce pourquoi je milite, en tout cas dans les services d'investigation dans lesquels je travaille, c'est renseigner au plus juste sur la réalité d'une situation. Ces échanges peuvent avoir lieu et ont lieu bien sûr avec les magistrats qui sont bien sûr nos premiers interlocuteurs dans la chaîne pénale, mais ces échanges peuvent avoir lieu aussi avec la PJJ. J'ai eu l'occasion de développer avec la PJJ
en milieu ouvert, notamment des échanges sur des jeunes qui étaient suivis, qui s'avéraient être réitérants sur un certain nombre de faits, et qui, du coup, l'échange entre le commissaire de police ou un de ses cadres et la protection judiciaire de la jeunesse s'est avéré très fructueux à la fois pour comprendre les contraintes des uns et des autres et pour pouvoir familiariser y compris l'éducateur, à un environnement et à un contexte. Un constat, l'insuffisance de la simple vision pénale pour la délinquance des mineurs. Cela implique pour la police nationale de contribuer aux missions de prévention de la délinquance pour détecter ou dissuader les mineurs présentant des risques d'évolution vers la délinquance. Ce travail de prévention, il est engagé parfois directement envers les jeunes. C'est dans le cadre, par exemple, des centres de loisirs et de jeunesse. Je prends l'exemple du centre départemental de loisirs et de jeunesse du 95 qui propose des activités sportives pour les jeunes, qui accueille chaque année, qui est tenu par des policiers, qui accueille chaque année plus de 850 jeunes, qui touche à chaque jour ouvré 75 jeunes accueillis par jour. Voilà, donc avec un vrai échange avec les jeunes qui sont accueillis dans ces structures. D'autres dispositifs, comme les délégués cohésion police-population, ont vocation à faire émerger des projets de prévention en allant chercher l'assistance, l'aide des municipalités, l'appui donc de la municipalité et permettre d'obtenir un certain nombre de formations de prévention, notamment formation de jeunes à la plongée, par exemple, sur Montfermeil. L'intervention dans les établissements scolaires, là aussi, très importante. 11 000 jeunes touchés dans le Val d'Oise. Voilà. Au-delà de ça, la prévention institutionnelle de la délinquance tient aussi un rôle très, très important pour les services de police et les services de sécurité publique. Il est déterminant que les responsables des établissements scolaires ou éducatifs, y compris dans le cadre de la PJJ, puissent avoir conscience que l'institution policière est là pour prêter assistance si leur autorité est contestée. Si ces acteurs qui sont en première ligne dans la formation des mineurs les plus fragiles ne fixent pas la limite, la norme, qui n'est parfois plus fixée dans un cadre familial, il peut être redouté que les mineurs s'en prendront ultérieurement à d'autres acteurs. Voilà, donc des échanges privilégiés sont organisés, je ne développerai pas ces aspects-là, entre, bien sûr, les responsables de foyer, les responsables d'établissements scolaires, les réunions annuelles avec les principaux et proviseurs sur le territoire, avec des canaux de transmission de l'information qui sont privilégiés. L'échange avec l'élu, Roger Vico l'a largement développé, l'échange avec l'élu peut être pour le commissaire de police un outil privilégié également pour sensibiliser sur des familles. L'élu a cette capacité de mobiliser des moyens que le policier ne peut pas toujours mobiliser, bailleurs, services sociaux. Et les éléments recueillis et les renseignements obtenus au cours d'une enquête peuvent servir dans cet échange. Placer et appréhender le mineur dans son territoire, dans son environnement, c'est le plus sûr moyen pour la justice des mineurs d'appréhender le plus justement possible celui auquel elle est conduite à s'intéresser. Aujourd'hui, un autre défi se pose régulièrement à la justice des mineurs, c'est le défi du mineur sans territoire. C'est le cas de jeunes filles, de jeunes garçons, envoyés commettre des vols par effraction, des vols par ruse, des vols à la tire, sur des territoires qui refusent, lors de l'interpellation, de décliner leur identité, qui refusent toute signalisation ou de communiquer une adresse ou les coordonnées d'un parent lorsqu'ils sont interpellés. Ce type de fait nécessite d'adapter l'action policière à la déconnexion entre le mineur et le territoire. Et pour ça, il faut déployer des moyens d'investigation qui sont importants. Je pense par exemple à l'affaire Amidovic, dont on avait beaucoup parlé, avec des problématiques de vol à la tire, notamment dans le métro parisien, et des moyens très conséquents avaient été déployés par les services de police parisiens pour permettre de reterritorialiser le mineur, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas le replacer dans son contexte et dans son environnement, de façon à redonner une prise pour la justice. Merci beaucoup Alexis Durand. Peut-être un mot de conclusion. Un mot de conclusion, Roger Vico. Peut-être pas une conclusion, parce que c'est un sujet... Une conclusion relative, provisoire. C'est un sujet qui ne se conclut pas, bien entendu. Mais peut-être
un complément à ce que disait à l'instant Alexis Durand et ce que disait Julie Fergan tout à l'heure. Je crois qu'une des conditions du succès, il y a plusieurs conditions au succès des partenariats locaux. On l'a dit tout à l'heure, il a bonne connaissance du fonctionnement de tous les partenaires. Et puis il y a la confiance entre les partenaires. Et pour qu'il y ait la confiance entre les partenaires, il faut qu'il y ait le respect entre chaque partenaire. Je prends un seul exemple. Je sais qu'il y a parfois au niveau local quelques tiraillements entre élus locaux et par exemple les travailleurs sociaux. Par exemple les travailleurs sociaux de la prévention spécialisée. Je pense que les choses peuvent évoluer, il y a d'ailleurs des évolutions, mais le succès, une des conditions du succès, c'est aussi et surtout, je crois, la confiance entre partenaires et donc le fait tout simplement de ne pas tenter d'aller marcher sur les plates-bandes du voisin. Simplement être conscient que nous sommes les acteurs différents d'un même terrain et que nous avons tous quelque chose à apporter à ce terrain-là et pour nous et pour la société. Un même terrain, une même terre, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous trois.